À la fin des années 80, Spielberg, donc il a 46 ans, il a déjà réalisé 13 films, et dans une phase un petit peu mitigée par rapport à sa carrière. Il a derrière lui déjà d'immenses succès, mais là il sort de deux relatifs échecs, un film qui s'appelle Always, qui est une romance un peu fantastique, et le film Hook, qui est donc une adaptation de Peter Pan qui a pas très bien marché. Et il est, lui, désireux de renouer avec la veine du film historique, beaucoup plus sérieux, pas le grand film de divertissement. Il en a déjà fait un certain nombre. Il a fait en 85 La couleur pourpre sur l'esclavage, et en 87 Empire du Soleil, donc film de guerre. Il est sur le point de s'atteler à son grand projet, qui est la liste de Schindler, donc sur l'Holocauste. Mais les studios aimeraient bien qu'il renoue avec un grand succès avant de lui accorder les crédits pour un tel projet. Parallèlement, il a eu une discussion récemment avec un auteur qui s'appelle Michael Crichton, et ils sont en train de travailler sur un développement d'une série sur le passé dans les urgences médicales lorsqu'il était interne en médecine, qui deviendra donc le scénario de la série Urgence. Et à ce moment-là, Spielberg lui demande sur quoi il travaille du point de vue de l'écriture de romans. Et c'est un auteur qui est habitué à faire ce qu'on appelle des tech thrillers, donc des thrillers avec de la technologie un peu science-fiction. Et il lui dit qu'il a l'idée de Jurassic Park, et donc de cette recréation de dinosaures par le biais de la génétique. Donc Spielberg est assez intéressé. En fait, très vite, l'information fuite, et il y a une vraie concurrence entre les studios pour essayer de mettre la main sur ce livre alors qu'il n'est même pas encore sorti. Et Universal achète donc les droits, et Michael Crichton, qui a une option pour un peu choisir le réalisateur, demande à ce que ce soit Spielberg qui le réalise, et ça fait un bon deal entre justement Universal et puis le futur projet de la liste de Schindler. Ce qui veut dire que le roman est adapté avant même sa sortie, et il va y avoir donc tout un travail sur épreuve avant sa publication pour le resserrer. C'est un roman assez imposant, avec beaucoup de développement, notamment dans toute l'explication scientifique sur la manière dont on arrive à cloner les dinosaures, et aussi sur toute la fameuse théorie du chaos développée par le personnage de Ian Malcolm, qui ouvre en fait chaque chapitre pour expliquer un petit peu la suite des événements. Donc il y a Michael Crichton qui est lui-même embauché pour adapter son propre roman au départ, et qui va en faire une sorte de compilation avec voilà, on resserre l'intrigue, on trouve des scènes maîtresses, on en abandonne certaines qui seront déjà trop chères à développer visuellement. On passe de 15 espèces, même si c'est dit, mais visuellement on n'en verra que 7 espèces de dinosaures. Et il y a une autre scénariste qui est embauchée, sur laquelle travaille Spielberg au moment du tournage de Hook, puisque Dustin Hoffman, donc, qui joue le capitaine Crochet, estime que son personnage n'est pas assez développé. Il fait engager une scénariste qui, pendant le tournage, développe son personnage, lui donne un peu plus d'épaisseur. Et Spielberg discute beaucoup avec elle, et il lui fournit l'adaptation, le traitement de Jurassic Park. Ce qui fait que sur le tournage de Hook, il parle beaucoup en fait du développement de l'intrigue de Jurassic Park. Elle finit par, au bout de 5 mois de travail, lui fournir une version finale qu'il lit 2 fois avant de lui expliquer que ça ne va pas, qu'il n'est pas content du résultat. Et il va donc embaucher une 3e personne, qui sera David Koepp, qui va finir le scénario. L'une des adaptations qu'avait proposé la scénariste était d'éliminer le personnage de Ian Malcolm, et de mettre toute cette théorie du chaos dans une personnalité peut-être un peu plus complexe de Grant, donc le personnage principal. Donc Koepp reprend un peu les choses et redéveloppe le personnage de Malcolm, et on aboutit à un scénario qui satisfait à peu près tout le monde. Du point de vue du casting, il y a au départ vaguement l'idée de Spielberg de reformer le duo de La Dernière Croisade, donc le 3e volet des aventures de Indiana Jones, en mettant Hammond en Sean Connery et Harrison Ford en Grant. Mais en fait, tous les deux déclinent assez rapidement, et le studio se rend compte que finalement les vraies stars, ce seront les dinosaures, et qu'il y aura un budget colossal en matière d'effets visuels, et qu'on ne va pas pouvoir peut-être s'offrir une grande tête d'affiche. Donc on prend des acteurs un peu moins connus, mais qui tiendront la route. Et donc Sam Neill accepte, alors qu'il a un problème un petit peu, ils sont obligés de décaler le tournage pour qu'il puisse jouer.
Et le personnage auquel tient vraiment Spielberg, en revanche, c'est le personnage de Hammond, qui est joué par Richard Attenborough, qui est un grand cinéaste, qui a notamment réalisé la fameuse saga Gandhi, ce film qui a obtenu notamment l'Oscar du meilleur réalisateur en 82, alors qu'il était justement en concurrence avec Spielberg pour E.T. Ils ont tous les deux une grande admiration mutuelle, et Spielberg trouve assez intéressant que ce personnage, on aura l'occasion d'y revenir, soit un cinéaste, lui qui est justement le grand organisateur de ce parc. Pour les enfants, le rôle du garçon est donné à un garçon qui avait déjà auditionné pour Hook, pour le fils donc, de Robin Williams, et qui était trop jeune à l'époque. Et Spielberg lui avait promis de lui donner un jour un rôle, et il lui offre ce rôle. Mais là, ça pose un petit peu un problème par rapport au roman, puisque théoriquement, le garçon est le grand frère et la fille, la petite sœur. Et là, ça rendrait la fille trop jeune, donc il décide d'inverser les rôles, et qu'il y aura une grande sœur qui est auditionnée uniquement pour ses cris. En fait, Spielberg demande à toutes les filles qu'il auditionne de hurler d'effroi, et il explique qu'un soir, il est en train d'écouter de multiples cassettes et de s'assoupir devant son moniteur avec sa femme, et subitement, il y a un cri qui le sort de sa torpeur, et donc il dit c'est le cri, et donc c'est elle qui sera engagée pour pouvoir hurler pendant la majeure partie du film. Arrive donc le temps de la pré-production, qui va être extrêmement importante, puisqu'il va s'écouler 2 ans et 1 mois avant que le tournage ne commence réellement. Le premier axe que développe Spielberg, c'est celui de la crédibilité. Il veut à tout prix que son film soit un film qui tienne la route, et il explique le plus tôt possible à ses équipes que ce qui l'intéresse, lui, ce n'est pas de montrer des monstres ou des créatures, il refuse qu'on leur donne ce nom, mais il s'agit d'animaux. Et il explique qu'il a l'ambition de faire un film qui serait un mélange de documentaire animalier, des Aventuriers de l'Arche perdue et des Dents de la Mer. Les Dents de la Mer, d'ailleurs, qu'on voit, il faut le savoir, mais les scènes durant lesquelles le personnage, le méchant, qui vole les embryons, est devant son écran, il y a un petit encart où on voit qu'il est en train de regarder les Dents de la Mer. Spielberg aime bien s'auto-citer comme ça de temps en temps. Et vous avez donc ce parti pris très important. Il ne s'agit pas de créer des créatures de toutes pièces, mais de faire revivre des dinosaures qui ont réellement existé. Et Spielberg explique qu'on ne va pas voir des monstres psychopathes assoiffés de sang, mais des animaux qui sont carnivores et qui donc chassent pour se nourrir. Et à partir de là, il commence à faire des études de toutes les espèces de dinosaures qui seront présentes, et de très clairement la manière dont elles bougent et tout ce que ça va impliquer. Ils vont jusqu'à embaucher Jack Horner, qui est un paléontologue extrêmement important à l'époque, qui va devenir un consultant et qui va vraiment leur donner des directives. Il y a notamment toute une scène qui est créée dans une animatique, c'est-à-dire une petite scène d'animation pour donner à voir ce que sera principalement la scène de la cuisine avec les raptors, et puis la scène avec le T-Rex devant la clôture. Et durant cette scène, on voit les raptors qui se déplacent et qui tirent la langue comme des lézards ou des serpents. Et là, Jack Horner leur explique qu'ils font une grossière erreur, que les dinosaures sont plus proches des oiseaux que des reptiles. C'est une de ces théories qui est reprise par le professeur Grant dans le film. Et donc, il les encourage vivement à complètement se débarrasser de cette image-là. Donc, il y a tout un travail qui est fait pour justement dépoussiérer l'image qu'on a du dinosaure, qui est quelqu'un de balourd, de massif. On va travailler la dynamique, on va travailler la souplesse. Et dans toutes les archives, on voit des réunions durant lesquelles on s'interroge sur les mouvements qu'ils peuvent avoir, sur les cris. Alors, les cris sont évidemment totalement inventés, parce que là, il y a vraiment des difficultés pour imaginer quels étaient les cris, mais on va mixer plusieurs animaux. Pour le T-Rex, au niveau des basses, ils vont prendre un lion, un crocodile, et puis ils vont les mixer avec le barrissement d'un éléphanteau, de manière à avoir quelque chose qui soit hybride et en même temps que le spectateur puisse reconnaître. Pour les raptors, on sera sur quelque chose de plus fin. Pour les basses, ils prennent un morse, et pour les aigus, un dauphin, avec notamment ces espèces de cliquettements qui montrent la manière dont ils communiquent entre eux. Donc on voit vraiment Spielberg travailler toutes ces idées-là, expliquer comment il observe les poules dans son ranch pour voir les mouvements de tête qu'elles font, les gestes comportementaux, et la manière dont il va falloir mettre tout ça en place pour faire vivre, au sens propre et virtuel,
ces fameuses bestioles. Donc, en matière d'effets visuels, il va donc falloir réfléchir à la manière dont on va concevoir ces dinosaures. À l'époque, on a deux options qui fonctionnent très bien en matière d'effets visuels. Le premier, c'est ce qu'on appelle les animatroniques, qui sont d'ailleurs cités maladroitement par le financier qui, évidemment, n'y comprend rien. Les animatroniques, c'est tout simplement des marionnettes. Vous avez des structures métalliques avec des pistons, des déplacements hydrauliques qui sont généralement télécommandés, voire simplement parfois tirés à distance, et sur lesquels on va mettre une peau en latex avec une peinture, etc., et des effets qui vont être les plus réalistes possibles. Le meilleur exemple que vous avez d'animatronique dans le film, c'est le Triceratops malade, où là, on est vraiment dans quelque chose de purement en caoutchouc et d'animé pour donner l'illusion de la respiration, les yeux qui bougent, les paupières, etc. C'est un travail extrêmement précis. Pour l'information sur le Triceratops, sur cette scène-là, il y a 8 personnes dédiées et uniquement au mouvement durant le tournage de la scène, au mouvement de cet animal-là. Et encore, eux, ils sont contents parce qu'il est allongé, ce qui, évidemment, leur facilite beaucoup la chose. Et ils se disent en plus que comme il est malade, si jamais un geste ne paraît pas cohérent, on l'attribuera à sa maladie et ce sera plus pratique. Le deuxième effet, c'est quand l'animal se déplace. Vous ne pouvez pas faire se déplacer un animal aussi important en animatronique. Alors, avant même que le film ait un feu vert, il commence à construire l'animatronique du T-Rex, qui fait donc 6 mètres de haut, qui est absolument colossale. C'est la plus grande qu'ils aient jamais construite. Et pour ça, Spielberg va engager le grand chef de l'animatronique à Hollywood, qui est Stan Winston, qui s'est déjà fait connaître, notamment pour la créature dans The Thing de Carpenter au début des années 80. Il a aussi fait la fameuse reine du Aliens, le deuxième volet de James Cameron, et Predator. Donc, c'est des créatures qui ont fortement marqué la décennie précédente, et c'est quelqu'un qui connaît bien son domaine et qui est ravi, évidemment, de travailler sur ce sujet-là. Donc, le deuxième élément, quand les créatures se déplacent, ça va être le système qu'on appelle du stop motion. Quelque chose qui est vieux comme le cinéma, quasiment. La référence absolue pour Spielberg, à ce moment-là, c'est le King Kong de 1933, où le stop motion, c'est quelque chose que vous connaissez aussi pour les studios Hardman, notamment, voilà, c'est gros mythe, vous savez. Vous avez une créature, donc ici, c'est une animatronique ou simplement une maquette. Vous la prenez en photo, vous la faites un peu bouger, vous la reprenez en photo, etc. Et ensuite, vous faites tout passer à grande vitesse et vous avez l'illusion du mouvement. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Évidemment, on le voit parce qu'il y a toujours une légère saccade. Alors, il y a eu des améliorations durant les décennies précédentes entre King Kong et Jurassic Park, mais c'est quand même quelque chose qui se voit un petit peu. Et donc, Phil Tippett, qui est un grand spécialiste du Go Motion, va commencer à travailler sur la question. Il va créer ces séquences d'animatique dont je vous ai parlé, qui vont permettre d'avoir une vision très précise de ce que seront les séquences majeures, notamment celle de la cuisine et celle de la clôture. Et Spielberg regarde toutes ces séquences et il n'est pas entièrement satisfait du résultat. Et là arrive la société de George Lucas qui s'appelle ILM, Industrial Light and Magic, et qui commence à mettre en place des effets visuels d'images de synthèse. Elle s'est fait remarquer les années précédentes avec 2 films majeurs qui ont vraiment posé des paliers dans l'histoire de l'image de synthèse. C'est 2 films de James Cameron, Abyss en 1989. Vous avez la fameuse séquence de cette créature extraterrestre qui prend la forme de l'eau. Et le film suivant de James Cameron, qui est Terminator 2, dans lequel vous avez ce personnage, le T-1000, qui est une créature de métal liquide qui peut prendre différentes formes et qui est vraiment issu de l'image de synthèse. Là, ILM arrive à travailler l'image de synthèse parce qu'on est sur des surfaces lisses, métalliques, sans rugosité, et ils arrivent à mettre en place des choses. Quand on leur demande ce qu'ils peuvent faire en matière de dinosaures, ils ne savent pas exactement, mais ils vont faire 2 essais. Le premier, ça va être la charge des Gallimimus, là, toutes ces espèces d'autruches, où ils vont proposer un déplacement en montrant juste le squelette de ces bestioles, et ils vont faire la même chose avec la course du T-Rex après la Jeep. Et ils montrent juste un squelette, donc en image de synthèse, sur un écran d'ordinateur qui se déplace. Et à ce moment-là, Spielberg est extrêmement impressionné, Phil Tippett aussi, qui est avec lui.
Et Spielberg se tourne vers Phil Tippett et lui dit tu viens de perdre ton emploi. Et l'autre lui dit tu veux dire que je suis en voie d'extinction. C'est les deux répliques qu'on retrouve dans le film. Hein. Elles ont été directement inspirées de ce chapitre-là. Et effectivement, Phil Tippett se rend compte qu'on va complètement laisser tomber la stop motion et on va passer à l'image de synthèse. Spielberg ne va pas pour autant le congédier, puisqu'il a fait un tel travail sur l'étude des mouvements de ces différents animaux qu'il va décider d'en faire un consultant qui va donner des indications à tous les infographistes sur la manière dont ils vont travailler ces mouvements. Il va y avoir un transfert de compétences, si vous voulez, pour passer de la stop motion au tout virtuel. Et Phil Tippett va commencer par organiser des stages de mime avec tous les infographistes pour leur faire des mouvements, pour qu'ils étudient les mouvements du corps et soient aptes à les dessiner pour les retranscrire de façon virtuelle. On voit même des archives assez amusantes où ils se mettent tous en position de gallimimus avec les pattes comme ça et ils sautent par-dessus un faux tronc d'arbre en se filmant pour étudier eux-mêmes quels sont les gestes qu'ils font et comment les restituer. De la même façon, il va aussi y avoir un mix entre l'animatronique et l'image de synthèse, puisque les répliques des créatures qui sont réduites toujours au 5e souvent et qui sont télécommandées à distance, on va scanner, en fait, on va envoyer toutes les informations de la rotation des différentes structures à l'intérieur de la maquette pour qu'elles soient digitalisées, si vous voulez, et ça permettra de mettre en place tout ce système de mouvement. Donc on a vraiment des séquences qui vont entièrement fonctionner sur tout le mix, et dans le film, vous allez avoir des animatroniques, généralement pour les gros plans. Hein, quand vous voyez, par exemple, la patte du T-Rex qui rentre dans la boue, c'est évidemment pas du tout de l'image de synthèse, mais chaque fois qu'on est dans les gros plans, dans les plans d'ensemble, et qu'il y a plusieurs créatures qui sont là au même moment, là on est dans l'image de synthèse. Spielberg est tellement emballé par ce qui se passe, et qui est un pari sur l'avenir, parce qu'au moment de la pré-production, il n'a pas idée de ce que ça va réellement donner, qu'il décide de changer la fin du film. Le combat contre les deux raptors dans la rotonde, normalement, c'est Grant qui doit en tuer un et un autre qui doit être empalé par un des squelettes du T-Rex. Et il décide que le T-Rex, qui, il le comprend, est vraiment la star du film, doit revenir à un moment à la fin. Et c'est donc lui qui va revenir, et il décide que la séquence finale sera intégralement tournée en image de synthèse. Il fait un grand pari, parce qu'il n'a pas trop idée de ce que ça va donner finalement, puisque là, on est en train de parier sur quelque chose qui va être très long à développer, et qui sera en post-production, justement. C'est évidemment symboliquement assez intéressant cette dernière séquence, puisque vous avez une cohabitation entre la manière dont les gens voyaient les dinosaures jusqu'alors, c'est-à-dire sous forme de squelettes dans un musée d'histoire naturelle, et la façon dont justement les créatures en chair et en os arrivent et explosent ces squelettes, et une manière très nette de montrer comment on est dans une nouvelle façon, grâce à l'avancée de la civilisation, si vous voulez, de pouvoir donner vie à ces animaux et de ne plus se contenter d'une ossature pour avoir une idée de ce à quoi ils ressemblaient. Arrive donc le tournage, qui va donc mobiliser une grande équipe et qui se déroule extrêmement bien. Les personnages, les acteurs vont devoir apprendre quand même à tourner dans le vide, ce qui est aussi le début d'une nouvelle ère pour les acteurs. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment monnaie courante. Mais vous avez aussi des techniciens qui ont des perches de référence. Donc on voit des scènes de tournage où, dans cette fameuse rotonde, il y en a qui ont une immense perche avec une petite tête de dinosaure pour montrer où sera le dinosaure lorsqu'on l'ajoutera numériquement à l'écran. Et donc ils doivent réapprendre et faire le pari sur ce qui viendra évidemment par après. La plupart des scènes d'extérieur sont tournées sur une île d'Hawaï, et il y a une seule animatronique qui va être rapatriée là-bas, c'est celle du Triceratops, pour que ça se fasse en décor naturel. Tout le reste sera en studio, et notamment la fameuse scène avec le T-Rex, elle mobilise le plus grand plateau d'Hollywood, qui est prêté par la Warner à Universal, et qui impose évidemment un décor absolument gigantesque. Ça va être extrêmement compliqué, cette scène avec le T-Rex, parce que Stan Winston va voir
Spielberg et lui dit j'ai vu que la scène est censée se passer sous la pluie, mais en fait ça va pas être possible parce que notre maquette, j'ai aucune idée de la façon dont elle va réagir à l'eau. Et Spielberg lui explique que c'est non négociable, qu'il a besoin de la pluie, que c'est la manière absolue dont le T-Rex doit faire son entrée. Il sait exactement ce qu'il veut visuellement. Et donc ils font les paris. Et effectivement, ils essayent d'imperméabiliser, mais bien entendu ça marche pas. Donc le T-Rex se gorge d'eau. Il prend de plus en plus de poids et donc ça devient très difficile de contrôler ses gestes et ça donne lieu à des scènes qui sont pas exactement prévues, alors qu'évidemment tous les mouvements sont réglés au centimètre près et il va se passer des imprévus. Le T-Rex commence à trembler à certains moments et puis surtout il a des gestes imprévus, ce qui fait que certains membres du staff ont vraiment l'impression qu'il est vivant et à un moment pendant une pause déjeuner par exemple il commence à bouger. Et il y a des gens qui s'enfuient alors que tout le monde sait évidemment que c'est une marionnette, mais on a le sentiment qu'il a vraiment... Et pareil, la scène où il brise la plaque de plexiglas, elle n'était pas censée se briser en fait. Elle se casse à un moment. Et là, il avait trop de poids et le geste est trop violent. Il y a quand même tous les enfants en dessous. Et donc, les enfants ont réellement peur en fait durant cette scène. Donc les cris étaient encore de meilleure qualité. Donc... Le tournage est extrêmement complexe et dans la scène des Raptors, par exemple, on a 22 techniciens qui sont là. Alors les scènes où les Raptors sautent sur les plans de travail, c'est là d'images de synthèse, mais tout le reste, ce sont évidemment des animatroniques. S'ajoute à ça un ouragan de force 5 qui déboule sur l'île 2 jours avant la fin du tournage. Donc ils ont quasiment fini, mais ça leur fait de très belles images. Les images de l'ouragan qu'on voit sont en fait un ouragan réel qui est arrivé pile au moment où ils y étaient, donc ils étaient ravis d'avoir de très belles prises de vue. Et ce qui explique aussi la scène où on voit le bras du personnage joué par Samuel L. Jackson. Il devait avoir une jolie scène où il se faisait tuer par des raptors et il peut pas revenir à cause de... Il était parti entre-temps, il peut pas revenir à cause de la tempête. Et Spielberg, qui dans l'adversité a toujours plein d'idées, c'est comme ça qu'il a tourné l'intégralité des Dents de la Mer, par exemple, se dit on va trouver une idée et donc il y aura juste un bras et ce bras sera... voilà ce qui reste de Samuel L. Jackson dans cette scène et ce qui crée un effet assez amusant d'humour noir. Le fait qu'ils aient recours à pas mal d'images de synthèse fait que finalement le tournage va être plus rapide que prévu. Ils finissent, ce qui est rarissime, avec 12 jours d'avance, et c'est d'ailleurs une course contre la montre avec les décorateurs, parce qu'ils ne sont pas du tout habitués. Généralement, les décorateurs font leur travail, et puis ensuite arrive l'équipe de tournage, et là, chaque jour, le planning avance, et les décorateurs sont mis sous une pression colossale pour pouvoir finir les décors avant que n'arrive l'équipe, ce qui, là encore, fait un lien entre la production et le sujet du film lui-même, puisqu'on voit toujours des échafaudages, etc., et que le parc lui-même n'est pas terminé, comme les décors du film, si vous voulez. Arrive donc la période de post-production. Quand le tournage est fini, Spielberg voit son montage, mais il y a des tas de scènes qui sont des scènes vides, notamment la fameuse scène du brachiosaure, quand il les voit pour la première fois. Et donc, il va tout de suite, lui, enchaîner sur le tournage de La Liste de Schindler, et il va être pendant quelques mois dans une activité totalement bipolaire, puisque la journée, il tourne donc en Pologne un film noir et blanc sur l'Holocauste, et le soir, il est en conférence satellite pour voir des dinosaures et la manière dont ça rentre dans son blockbuster. Donc, il gère les deux à la fois, et c'est assez complexe, mais il y arrive. Le film sort, le film est un succès absolument colossal, et il bat le tenant du titre, qui était E.T. Depuis 11 ans, qu'il avait lui-même réalisé. Et ça va clairement marquer l'histoire du cinéma par rapport à, évidemment, toutes ces images de synthèse. Il y a plusieurs réalisateurs qui savent maintenant qu'ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. George Lucas va tourner sa prélogie de Star Wars. Vous avez Peter Jackson qui va commencer à travailler sur Le Seigneur des Anneaux. Vous avez même Stanley Kubrick qui va commencer à mettre en chantier le fameux intelligence artificielle que Spielberg finira par réaliser après la mort de Kubrick. Et Cameron, évidemment, qui va aller beaucoup plus loin. Et ça donnera bien plus tard Avatar. Donc ça, c'est pour l'histoire de la construction du film. Maintenant, au niveau de la manière dont Spielberg le filme, on va retrouver beaucoup d'éléments qui sont constitutifs de son cinéma. Et c'est intéressant de voir différents angles, si vous voulez, pour comprendre comment le film fonctionne. Le premier angle, c'est celui de l'émerveillement. Et on le sait, Spielberg est quelqu'un qui est
voilà, qui a toujours dit qu'il voulait faire des films comme un enfant, et il s'adressait à des spectateurs qui avaient une capacité d'émerveillement des enfants, et il aborde évidemment le film comme ça. Il s'agit de montrer quelque chose que personne n'a jamais vu, et il veut à tout prix émerveiller. Et dans le film, on va vraiment jouer là-dessus, notamment en accentuant sur cette dimension d'animaux qui ne sont pas des monstres. On le voit notamment dans la scène où ils nourrissent les brachiosaures, ils disent ce ne sont pas des monstres, ce sont des animaux. Donc il va ponctuer son film de scènes belles, comme ça, le tricératops malade, les brachiosaures, pour justement montrer quelque chose, notamment par le regard des enfants, qui puisse susciter réellement l'émerveillement. Et ça, c'est la première dimension, et celle-ci est vraiment aussi accentuée par la partition de John Williams, qui est donc le compositeur de la bande originale, qui est un très fidèle collaborateur de Spielberg. Il a fait la quasi-totalité de ses films, et cette musique extrêmement solennelle, symphonique, rentre complètement en osmose avec justement cette idée d'émerveillement, avec un thème qui est lancinant, qui revient à plusieurs moments pour bien ponctuer tout le caractère grandiose et sacré de ce qu'on est en train de voir. Simplement, il ne peut pas y avoir de conte sans danger. Et tout le film va fonctionner sur ce système où il s'agit, bien entendu, de mettre des grains de sable dans l'engrenage. C'est la fameuse théorie du chaos que n'arrête pas de philosopher et de préconiser Ian Malcolm, et qui consiste à dire qu'il faut qu'il y ait de l'imprévu pour qu'il y ait réellement de la vie. Et le parc, en tant que tel, ne peut pas fonctionner dans le film s'il n'y a pas d'imprévu. Et après toute l'euphorie de cette présentation, qui d'ailleurs, pour renouveler encore l'idée de l'enfance, fonctionne avec ce petit dessin animé, etc., vous allez avoir toute cette première partie de déception, où l'euphorie redescend, où on va avoir des animaux qui sont invisibles, où on va avoir de l'ennui, de l'attente, et une panne du récit et une panne du parc lui-même. Et à partir de là, le danger va pouvoir surgir, et le réel sujet du film, qu'on est tous venus voir, va pouvoir réellement se lancer. Et Spielberg fonctionne toujours par paliers pour présenter les choses. Le danger, on le voit dès la séquence d'ouverture, très nettement, qu'on a tendance un petit peu à oublier après avec tout l'émerveillement par lequel on découvre le parc. Et ensuite, il s'agit de montrer toujours par fragmentation les dinosaures, et puis surtout ceux qui sont les plus dangereux. On voit d'abord un œil, puis on voit une griffe, puis on voit des ombres chinoises. Pour le T-Rex, c'est la même chose. On va retarder le plus longtemps possible son entrée, et elle se fera dans la nuit. On entendra d'abord des sons, les fameuses vibrations, qui est une anecdote assez amusante d'ailleurs de tournage, puisque les fameuses vibrations sur le rétroviseur et dans le verre, elles proviennent d'un moment où Spielberg est arrivé au studio et il écoutait Earth, Wind and Fire à fond dans sa voiture, au point que toutes les basses faisaient vibrer l'habitacle, et il s'est rendu compte que le rétro vibrait, et il s'est dit, ça c'est génial pour mon T-Rex, il faut qu'il arrive comme ça. Et il demande à ses ingénieurs de trouver le moyen de le faire, et surtout il veut des ronds dans le verre. Il dit, ça va être parfait. Et les ingénieurs font tous les tests possibles pour avoir les fameuses ronds d'eau dans le verre sans trouver. Et la veille avant le tournage, il y en a un qui pense à mettre son verre sur une guitare, et en pinçant les cordes, il se rend compte qu'il obtient exactement les ronds en question. Et donc, dans la voiture, ils vont installer des cordes. Et durant le tournage, donc, il y a un ingénieur en dessous qui pince les cordes pour pouvoir avoir cette vibration qui correspond au pas du T-Rex. Donc, toute cette gradation, évidemment, de l'horreur, elle est savamment entretenue pour procéder par étapes et adopter complètement le langage qui est celui du film d'épouvante. Et il y a vraiment un savant dosage, et ça c'est vraiment une constante chez Spielberg, entre le film familial et le film d'épouvante pour donner évidemment du frisson. Parce que, bien entendu, cette thématique du parc, elle engage une véritable mise en abîme entre le film et le parc lui-même. Les parallèles sont très nombreux à faire entre le sujet du film et ce qu'est le film lui-même. Si vous regardez, le personnage de Hammond, c'est clairement Spielberg. C'est un homme qui est déjà assez riche,
qui a déjà eu pas mal de succès, qui dépense sans compter, hein, cette fameuse phrase, et qui a là l'occasion d'offrir quelque chose de totalement nouveau et de surenchérir par rapport aux attentes d'un public qui veut toujours du renouvellement dans son divertissement. Et ça, c'est clairement la posture de Spielberg. Et donc cette idée du parc, cette idée du spectacle, elle va se retrouver dans le film, et le film ne cesse de parler de son propre sujet. Le mot Jurassic Park est retrouvé partout. Il est très connu des spectateurs américains à l'époque, puisque le logo Jurassic Park provient déjà du roman. Donc c'est quelque chose qui les renvoie à un terrain connu. Et on va vous montrer en permanence la manière dont on met en scène et dont on joue sur la dimension du spectacle. Si vous regardez les différentes étapes par lesquelles on monte les dinosaures, là aussi, on a l'impression d'avoir quasiment une histoire du cinéma. Vous avez une première image qui est une image noir et blanc, radiographée, hein, la façon dont on voit à travers la Terre le squelette. Puis, vous avez un dessin animé rudimentaire qui renvoie en fait à l'un des premiers dessins animés de l'histoire du cinéma des années 1920, qui représentait exactement le grand dinosaure qu'on voit. Donc, il y a clairement une référence. Puis, progressivement, on a une animation et on va, par fragments, ensuite avoir le vrai gigantesque dinosaure qui prend tout l'écran, si vous voulez. Et la manière dont on guide les personnages est aussi tout à fait intéressante. Les personnages sont assis dans un fauteuil de cinéma et ils sont guidés à travers différentes salles, hein, comme dans une attraction, et ils sont dans des voitures sur des rails qui, pareil, leur disent où regarder. Et à ce moment-là, d'ailleurs, ça ne marche pas. Hein. Il va falloir sortir évidemment des rails pour pouvoir réellement voir, mais quand on voit à ce moment-là, on se met en danger. Et cette manière de diriger le regard, c'est l'esthétique de Spielberg. On le voit à plusieurs reprises. Spielberg, c'est quelqu'un qui filme du spectaculaire, mais qui toujours, avant de filmer spectaculaire, vous montre la manière dont les gens voient le spectaculaire. On filme toujours le regard de la personne avant de la voir. La scène de découverte des dinosaures par Grant, on le voit regarder très longuement et on le voit prendre sa main et diriger le visage d'Ellie pour lui montrer où regarder, qui renvoie vraiment à la façon dont Spielberg veut diriger notre propre regard et veut accroître notre émerveillement en jouant évidemment sur la dilatation et sur l'attente. Et c'est ce qui explique aussi la multiplicité des écrans qu'on va retrouver pendant tout le film. Donc vous avez ces différentes images dont je vous ai parlé, mais vous avez aussi un cadre constant. Vous avez les hublots, vous avez le rétroviseur, vous avez aussi cet écran de plexiglas qui d'ailleurs montre justement que le vrai spectacle, c'est un spectacle qui nous met en danger, puisque l'écran nous écrase littéralement et met les enfants en grand danger, jusqu'à toutes ces surfaces réfléchissantes, hein, et ce très joli piège dans la cuisine où le raptor va se précipiter sur un reflet et donc se blesser parce qu'il n'a pas compris qu'il y avait une illusion d'optique et que la fille était de l'autre côté en reflet dans la surface. Donc c'est un travail symbolique et visuellement extrêmement travaillé de Spielberg pour justement faire référence à toute cette thématique du spectacle. Alors, comme je le disais, la morale finalement, hein, du film, elle est assez simple, et là aussi on pourrait la rattacher au conte. On est dans un récit où les hommes qui jouent à Dieu sont punis de leur arrogance, si vous voulez, et le grand pouvoir de la technologie est finalement se retourne contre les apprentis sorciers. Bon, ça c'est quelque chose d'assez élémentaire, mais la manière dont justement c'est mis en scène, cette thématique de la nature qui gagne, qui trouve un chemin, elle est habilement distillée dans tout le film. La première séquence, de ce point de vue-là, est très intéressante, puisque quand vous voyez cette jungle, au tout début, hein, le prologue, nous, on sait qu'on va voir des dinosaures, et quand on voit des feuillages qui bougent, on s'attend à ce qu'un dinosaure surgisse. Et qu'est-ce qui surgit? C'est un bulldozer, un truc extrêmement civilisé, hein, et c'est justement cette scène où, finalement, on a des projecteurs, et on est dans quelque chose qui est tout sauf la nature, tout sauf la jungle. Et cette illusion de maîtrise, elle se finit évidemment par une catastrophe à la fin de la séquence. Et de la même façon, le scénario ici a insisté sur le fait que le parc ne devait pas être complètement terminé. Donc on voit toujours cette cohabitation entre la nature. On a les bâches, on a les échafaudages, on a ces clôtures avec derrière la jungle et cette idée d'une porosité encore et d'un système qui n'est finalement
pas entièrement prêt, et on va avoir une invasion de la nature sur la structure de la civilisation pendant tout le film et toutes les catastrophes qui vont avec. Et donc tous les personnages qui représentent cet ordre établi vont être les uns après les autres punis. Alors le voleur, bien entendu, mais aussi le financier, qui lui ne pense qu'à se faire de l'argent avec cette histoire, l'avocat donc. Les avocats prennent souvent très cher dans les films de Spielberg. Et vous avez aussi le chasseur qui pense être plus malin, avec cette tenue de colon un petit peu. Et vous allez avoir donc deux entités qui s'affrontent. Hammond, tout en blanc, lui aussi, dans quelque chose de très... le blanc colonisateur, très clairement, très naïf dans ses délires démiurgiques de création, et le théoricien du chaos, lui, tout en noir, avec ses sarcasmes, et qui ajoute beaucoup de saveur, justement, à des personnages qui, pour les autres, sont vraiment des archétypes, et qui, lui, ajoutent un humour assez bienvenu dans le film. Un autre élément qu'on a moins vu à l'époque et qui pourtant est assez patent, c'est la manière dont les femmes et le thème de la féminité est traité dans le film. En fait, dès le début, on a des indices sur cette place des femmes et cette relative inversion des rôles. Alors, le personnage de Laura Dern a 2 ou 3 sorties où elle évoque le sexisme, où elle évoque que c'est la femme finalement qui hérite de tout une fois que les hommes se sont entretués, et c'est un petit peu ce qui se passe. Si vous regardez, nous avons des personnages, donc les créatures sont exclusivement femelles, et elles sont enfermées dans un parc entièrement contrôlé par des hommes, dans des salles avec des moniteurs, etc., qui voient tout, et elles vont s'émanciper en faisant absolument tout sauter. D'où la petite vanne aussi au début avec les 2 ceintures femelles, que n'arrive pas à attacher, qui renvoie sous une forme un petit peu de blague, si vous voulez. Mais à la fin, il trouve une solution, il les attache bêtement, et voilà, il a réussi à faire, même s'il était techniquement dans l'incapacité de le faire. Et c'est exactement ce qui va se passer par rapport à la fameuse théorie du chaos, sur le fait que la vie trouve un chemin, si vous voulez. Et sur les personnages de filles, la grande sœur, c'est elle qui est justement la geek qui va trouver une solution. Alors, très facile quand même, il suffisait apparemment de cliquer sur un endroit, ça c'était bien, mais... C'est elle qui a ce rôle-là, tandis que le garçon est beaucoup plus passif. Il attend dans cette scène jusque sa sœur trouve une solution. Et le rapport entre Grant et Ellie fonctionne sur le même principe. C'est-à-dire que lui, c'est un homme qui déteste les enfants et qui va apprendre la maternité pendant tout le film. Mais vraiment, il s'extasie devant des œufs, mais il apprend aussi justement à s'occuper des enfants. Enfin voilà, c'est extrêmement, le discours est très clair. Pendant qu'elle est à moitié warrior, Tomb Raider, elle saute de liane en liane, et puis elle va remettre l'électricité en route. Donc là aussi, il y a quelque chose d'assez amusant sur cette inversion des rôles. Il y en a même qui sont allés jusqu'à faire la remarque qu'elle est en rose au début et en bleu à la fin. Ouais. Et lui est en bleu au début, à la fin il a tellement de poussière que ça vire presque du côté du rose. Voilà, donc un bel apprentissage de la maternité et de toute cette histoire justement de la vie de mère nature qui serait aussi évidemment le symbole de la féminité. Mais pour finir, faut revenir quand même sur cette question de la mise en abîme. Parce que, certes, visuellement, elle est extrêmement exploitée par Spielberg, mais on est quand même en droit de se poser certaines questions sur la manière dont le discours, la fameuse morale sur, finalement, les vilains capitalistes un peu punis d'avoir joué avec le feu, la manière dont elle se reproduit ou non à l'échelle du fameux métadiscours. Et c'est quand même un peu l'inverse. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un film qui, justement, arrive à recréer la vie par le biais de l'image de synthèse et fait un vrai pas qui va considérablement enrichir tous ceux qui ont investi dedans. Il faut savoir qu'au moment où on adapte le roman, Universal est déjà aussi en train de créer un parc d'attractions dans lequel, le parc Universal à Hollywood, dans lequel il y aura toute une attraction Jurassic Park, qui coûte d'ailleurs, dont le budget est encore plus élevé que celui du film. Pareil, tous les logos qu'on voit en permanence sont des logos qui ont été extrêmement mis en valeur dans la promotion du film, et les produits dérivés que vous voyez au moment où il est en train de manger sa glace sont des réels produits dérivés que pouvaient acheter les spectateurs. Donc il y a une forme assez intéressante
voilà, de cynisme peut-être, qui est de montrer que finalement la franchise, parce qu'en plus c'est vraiment une franchise qui est en train de se mettre en place, dans cette franchise-là, oui, ce sont clairement les vilains technocrates et les vilains financiers qui d'une certaine façon l'emportent. D'autant que le film aura une longue postérité. Donc Spielberg va tourner la suite 4 ans plus tard, donc après la liste de Schindler. Et ensuite, il deviendra producteur. Il y aura un Jurassic Park 3 avant, et c'est assez aussi révélateur. On ne dit plus Jurassic Park, c'est la nouvelle trilogie, mais Jurassic World. Donc on est encore plus grand. Et là aussi, dans ces suites-là, on joue à fond cette carte du cynisme sur le placement de produits, sur le fait d'en rajouter toujours. Il faut de nouvelles créatures qui sont génétiquement modifiées, encore plus dangereuses, etc. Et on passe son temps à dire, regardez ces méchants qui veulent faire ça dans leur parc, mais c'est exactement ce que font les scénaristes et les producteurs par rapport au film. Et c'est évidemment l'évolution que ne voulait pas Spielberg au début qui a eu lieu. C'est-à-dire que lui voulait des animaux, et désormais, dans les derniers opus, ce ne sont plus du tout des animaux, ce sont clairement des monstres, même si on essaye de jouer un petit peu la carte de l'antispécisme dans le deuxième, parce que c'est un peu tendance, mais on voit vraiment qu'on suit parfaitement les choses qu'on dénonçait d'une certaine façon. Et d'ailleurs, le prochain, c'est-à-dire qu'on sera au 6e volet, qui sortira normalement l'été prochain, voit un retour de toute l'équipe des acteurs qu'on a eu là, donc Laura Dern, Ian Malcolm, donc Jeff Goldblum et Sam Neill, le professeur Grant, comme pour essayer, et ça on fait souvent au bout d'un certain nombre d'épisodes où les gens disent oui, ça vaut pas les originaux, on fait revenir l'équipe du départ pour vous dire qu'on va reprendre le bon temps d'avant, etc., etc. Donc reste à voir ce que ça donnera. Donc ce qui fait la spécificité de ce film, c'est clairement un blockbuster. Je vous rappelle que le terme blockbuster, c'est un vocabulaire qui vient de l'armée, c'est une bombe qui a la capacité de vous réduire en poussière tout un bloc, tout un quartier. Donc il y a vraiment cette idée de la capacité de destruction inhérente justement à ces méthodes. Mais la qualité du film, c'est le fait qu'on est dans une première, évidemment. Il y a cet enthousiasme de la découverte, et il y a surtout le regard de Spielberg. Spielberg qui arrive à réellement créer quelque chose qui est de l'ordre de la magie à travers à la fois les deux composantes dont ont besoin les enfants et les plus grands, à savoir l'émerveillement et la terreur. Merci de votre attention. Merci.